Tous les soirs, j'ai un petit oreiller rectangulaire grand comme ça et que tous les soirs, je le prends dans mes bras comme un bébé et je Hmm. berce la petite Julie. Ah, ma poule. En tout cas, c'est très sensible pour moi, cette zone-là, parce que très intime. Même mon mari ne sait pas que je fais ça. Ah, Donc, il dort à merveilleux. côté de moi pourtant, mais il sait pas. Parce que la dernière fois, il m'avait caché l'oreiller. Je fais, il est où, là? T'as pas le droit de me cacher cet oreiller-là. Il savait pas pourquoi je rageais pour un oreiller. Il a une valeur très symbolique, très importante. Puis, je travaille énormément sur mon dialogue interne. Je le dis à mes clients, je suis en travail du moment où je me relève du sommeil, où là, je starte la cassette, en fait, du mantra que je me donne jusqu'au moment où je me couche. Bonjour et bienvenue au podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une femme d'un immense courage. Une femme qui a transformé les blessures de son enfance en un élan d'amour, de vérité et de libération. Elle a traversé la violence, le silence et la honte et en a fait sa mission de vie. Hypnothérapeute, praticienne en PNL et facilitatrice en systémique familiale et relationnelle, Julie Dupont accompagne les adultes qui ont survécu à des abus ou à de la maltraitance dans l'enfance parce qu'elle a été, elle aussi, cet enfant blessé. Son parcours est une preuve vivante que la honte n'est pas la tienne et qu'on peut se relever, se reconstruire et s'aimer à nouveau. Bienvenue, Julie. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Fallon de m'accueillir sur ton podcast. Je suis super émue de toujours entendre ce qu'on dit de moi. Oui, oui, c'est clair que ça fait partie de l'histoire. Puis, tu sais, souvent en PNL ou en coaching, on dit oui, mais il faut pas que tu t'accroches à ton histoire. L'important, c'est d'aller de l'avant, mais ça laisse des traces, puis ça reste à l'intérieur de toi quand même sur, tu sais, juste entendre les mots que j'ai mis pour te présenter. Qu'est-ce qui se passe quand on a un passé qui est pas mon cas? Puis je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour en parler parce que souvent on me dit oui, mais toi, Fallon, t'as pas vécu ça. Et c'est vrai que j'ai pas vécu ça. Fait que j'aime entendre l'histoire des autres pour m'en inspirer puis pour comprendre le processus aussi, même si je pourrais jamais vraiment tout comprendre, mais quand même, qu'est-ce que ça fait en tant qu'adulte d'avoir eu un passé que tu reparles constamment pour aider les gens, pour inspirer, parce que tu fais quand même revivre cette histoire-là tout le temps? Ben, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sortie de ma famille, j'avais 14 ans. Puis depuis mes 14 ans, je suis en travail personnel constant, donc chez les psychologues, chez les sexologues, chez finalement des accompagnants et des travailleurs sur l'être humain. Puis j'ai 42 ans. À l'heure d'aujourd'hui, je peux te dire, je suis, comme je le dis à mes clients, donc je suis super vulgaire, excusez-moi, mais je suis une putain de guerrière en fait. Mais j'ai 42 ans. Et j'ai travaillé ça fait quasiment 30 ans que je travaille sur moi. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été cette personnalité difficile dans les entreprises. Tu sais, on va qualifier les personnes qui sont rebelles, qui veulent plus jamais se soumettre, parce que quand tu as été soumise, souvent ton cerveau, il s'est positionné, puis il a fait, ouais, ok, une fois, pas deux, là, oublie ça. Donc, dès lors que tu vas être en situation face à une autorité, puis que l'autorité va être rigide, souvent, tu es en réaction à ça. Et donc j'ai été cette adulte rebelle en fait, la chieuse, l'empêcheuse de tourner en rond, c'était moi. Et on s'aime pas forcément. Et souvent ce qu'on va se rendre compte, c'est quand on est en lutte interne, parce qu'il y a beaucoup de guerres qu'on mène. euh, et tout ça, c'est pour protéger le cœur sensible, la partie la plus moelleuse, là, le coulant du gâteau au chocolat qui est là, puis qu'on veut plus que jamais cette partie-là soit attaquée. Donc, on va être souvent en combat. Hmm. Ça a été quoi, toi, ta plus grande guerre? Parce que j'imagine que tout le monde le vit différemment dans ce qu'ils vivent dans l'enfance. Ça a été quoi ta plus grande guerre? Ma plus grande guerre à moi, elle a commencé quand je suis tombée enceinte de ma fille, donc la numéro 3. J'ai 4 enfants. Numéro 3, à partir du moment où j'ai su consciemment que c'était une fille, on a fait l'échographie du sexe de l'enfant et mon corps l'a rejeté. En fait, j'étais en entonnoir, puis on allait vers une fausse couche, donc on m'a cerclée. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été accompagnée par 2 sages-femmes et 2 gynécologues pendant ce temps-là. Et ça a été en fait toute la relation à ma fille, moi en tant que mère, à protéger cet enfant, moi qui n'avais pas été protégée, moi avec la peur de
je vais la briser en fait. Enceinte, je rêvais que je sortais de la maternité et que je brisais sa colonne vertébrale sur la rampe d'escalier de la maternité. Je faisais des cauchemars horribles. Donc c'est en fait de s'aimer dans toutes les facettes de sa vie, y compris dans les plus intimes. Et pour moi, la plus intime, c'est ma relation avec mes enfants. Donc ça a été gros combat par rapport à ça. Wow, quand même, le corps, à quel point Ah, il il est est intense énervé. quand c'est le temps Ouais. de réagir. Puis j'imagine que les deux premiers, c'était des garçons, donc tu as moins réagi. Ouais, bah en fait, je réagissais pas. Des grossesses plus ou moins normales. J'ai toujours eu des grossesses un petit peu. Il a fallu que je sois alitée assez souvent, mais ça va. Prise de contact avec bébé, tout va bien. Enfin, une super belle relation, des grossesses qui arrivent à terme. On n'a pas vraiment de problématique. Mais pour ma fille, puis c'était du pleurage du début jusqu'à la fin de la grossesse. Ça a été intense. Je voyais une pub de bébé. D'ailleurs, je suis retombée, je lui ai envoyé par MSN. Je lui ai dit, regarde, c'est la pub qui me faisait chialer quand tu étais enceinte, quand tu étais dans mon ventre, ma fille. Elle a 12 ans maintenant, donc elle va bien. Elle est née comme une plume. Pas besoin de médecin dans la salle. Mais ça a ça a été vraiment intense. Puis par rapport aux garçons, tu sais, les garçons étaient deux tornades. Ils sont toujours d'ailleurs, mais deux tornades. Puis ma fille, ma fille, dans le transgénérationnel, j'ai comme l'impression qu'elle porte les mêmes choses que moi. C'est d'ouvrir sa voix, de se faire entendre. À 5 ans, elle s'est fait briser le petit doigt à la maternelle, puis elle a juste dit, ça me fait mal. La maîtresse lui a dit, va passer de l'eau, puis elle est restée toute la journée avec une fracture du petit doigt. Et elle a rien dit, et j'ai dit, mais ma poule, tu peux pas juste faire ça, là, c'est grave. Et elle me dit, ben, je l'ai dit à la maîtresse, mais elle n'a pas voulu m'écouter, donc j'ai rien dit. Ok, bon, ben, on va aller te conditionner pour que tu parles, mon amour. Quand même. Qu'est-ce que ça l'a activé à l'intérieur de toi? Je suis curieuse. Vu que tu parles dans ta conférence du silence, qu'est-ce que ça l'a activé pour toi de voir que ta fille avait autant de douleur et elle a gardé le silence? En fait, c'est de se rendre compte à quel point on reproduit sans même le savoir. On veut protéger nos enfants, puis majoritairement, on met en place des choses. Moi, j'ai mis en place très tôt, donc tous mes enfants sont au courant de ce que j'ai traversé, de ce que leur grand-père a fait sur moi, de ce que leur grand-mère a refusé de voir, a refusé de parler et de prendre fait et cause. Donc, même le petit dernier à 5 ans, il sait que grand-père, il a été méchant avec maman. Puis c'est pas histoire de démoniser ou de diaboliser, c'est histoire de conscientiser. Puisqu'on voit que quand on ne parle pas à travers les familles, ça va se reproduire génération 1 à 7. Hein, un trauma peut intervenir sur 7 générations. Donc, Quand même. je te donne, ouais, je te donne, tu sais, moi, mes grands-parents ont vécu la guerre, ça peut encore se répercuter sur les 4 prochaines générations. Wow. Ouais, Quand ça même. donne un petit aperçu. Puis quand je me suis rendu compte qu'Eléa ne parle pas, en fait, ça m'a mis face moi et ça m'a permis de réaliser que l'enjeu de ma vie, ça a été de parler où majoritairement on a voulu me faire taire. Quand j'ai dénoncé les actes de mon père, puis c'est parti loin, hein, police, les procès et tout. euh, une des actions de mes parents, ça a été de vouloir m'interner en hôpital psychiatrique. Il a fallu que l'équivalent de la DPJ en France, donc la DAS, euh, prennent fait et cause, me fassent faire des contre-évaluations, etc., pour dire non, non, elle est pas folle, la gamine, oubliez ça, elle va bien, elle roule bien, elle est intelligente, il n'y en a pas de problème, il lui manque pas une case, là, tout va bien. Mais il a fallu que, tu sais, la lutte a été jusqu'à ce point-là de me faire enfermer. C'est malade Wow. mental. C'est le cas de le dire, oui. Et là, Ouais. de ce que je comprends, ta mère a pris la défense de ton père à ce moment-là. Mais ma mère est restée mariée jusqu'au décès de mon père l'année dernière. Ouais, Quand même. ouais, Quand même. c'est intéressant. Mais en fait, on voit C'est. ça souvent dans les systèmes, tu sais, en systémique familiale, on voit que quand il y a un mouton noir, hein, parce que clairement, j'en fais partie, quand il y a un mouton noir, en fait, les acteurs du système vont tout faire pour l'éjecter puis pour le rejeter.
Puis Hmm. le système va tout faire pour le ramener parce que ça maintient un équilibre, chacun a sa place dans le système de famille. Donc même moi, dans cette famille, j'ai ma place, même si j'ai été l'éternel rejeté, j'ai ma place. Puis majoritairement, en fait, les acteurs autour de ça vont rejeter. C'est-à-dire que même mon frère qui est au Québec à l'heure actuelle, il y a quelques années, on s'est revus, puis il m'a dit, ouais, mais tu sais, toi et moi, on va jamais en parler parce que, ouais, tu sais, sous-entendu un peu, bah, je te crois pas, là, tu sais, c'est comme, je Ouais. peux pas croire que mon père y ait fait ça. Puis je suis comme, bah, regarde, si on n'est pas capable d'en discuter, parce que ça fait partie de moi, on n'est pas capable de se côtoyer. Puis je suis Hmm. assez, je tranche dans le vif, chacun est responsable de sa vie. Puis j'ai pris fait et cause pour la mienne en disant, bah, regarde, si tu me crois pas, bah, trace ton chemin. C'est pas la peine de rester à côté de moi. J'ai besoin d'avoir les acteurs autour de moi qui me soutiennent au passage. Oui, absolument. Absolument. Puis de quoi tu as eu besoin pour être capable de t'aimer assez pour arriver à ce niveau de respect-là? Ce que je pense qui est du respect de soi, de j'accepte pas ça si, tu sais, j'ai pas envie de côtoyer quelqu'un qui croit pas à mon histoire, que j'ai vécue et tout ça. Comment t'en es arrivé avec les outils ou la résilience, je sais pas comment on peut appeler ça, En fait, pour te c'est respecter à ce point-là? à force de manger des baffes par la vie. Alors, la vie a été très généreuse, leçon avec moi. Et je suis un petit peu têtue sur les bords. Donc, ça a été un petit combat, elle et moi, où finalement, il a fallu que plusieurs fois d'affilée, je trouve des emplois où le boss direct fasse du micromanagement puis soit toxique en fait. Donc j'avais pas le droit de parler à l'équipe, j'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de mettre du rose dans un tableau que moi-même j'avais conçu pour me faciliter la tâche dans ça devenait ridicule quoi. C'était à compter le nombre d'agrafes dans les dossiers, etc. C'est oui, oui, non, c'est très sympa. Euh, Quand même. Exactement. Et en fait, jusqu'à ce que je me positionne ou fasse, tu sais, à travers mes études, ça m'a permis déjà de comprendre plusieurs choses. Mes études en soi, les profs l'ont sûrement pas vu, mais ça m'a fait bondir. Au niveau compréhension de moi, ça m'a fait bondir vraiment. J'ai fait un saut quantique, plusieurs même. Et puis, ça a été d'aller vers ce choix, puis en fait, cette leçon de vie de dire, ben, tu veux te confondre pour pouvoir être accepté, mais tu le vis tellement mal, en fait, tu te rejettes toi-même, ça fonctionne pas ton affaire. Accepte juste que t'es vulgaire, t'as un gros caractère, t'es du feu, t'es, t'es, t'es pas comme tout le monde. Puis arriver à ce moment-là de me dire, ben, écoute, by the way, ça va être comme ça, si t'es pas content, la porte elle est ouverte, tu rentres ou tu sors, mais tu restes pas au milieu. Ouais. Puis ça a été fait sur différents plans de ma vie professionnelle, personnelle, avec mon mari, les enfants aussi, parce que quand tu habitues bien du monde autour de toi à te manquer de respect, ben, pour faire changer le paquebot, il en faut du courage, puis répéter toujours la même leçon, en fait. Oui, absolument. En commençant par soi-même, absolument. Absolument. Je le dis souvent en exemple plus facile à comprendre, mais la journée où tu décides de devenir végane, ton mari et tes enfants, ils n'ont pas demandé, eux, à manger du tofu, puis à manger des légumes, puis tout le kit. Fait que quand ils ont été habitués à avoir tout le temps des gros steaks, puis tout d'un coup, tu dis non, à partir de maintenant, moi, je suis végane, fais ce que tu veux. Il y a une adaptation, tu sais. Fait que ça, c'est ça pour les choix, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à arrêter que les gens nous traitent mal. Ou j'ai déjà une cliente qui m'a dit, ma fille, elle me crie tout le temps après, je comprends pas pourquoi, tu sais, pourtant, j'ai dit d'arrêter. Puis en fait, je lui ramène tout le temps, oui, tu lui dis d'arrêter, mais qu'est-ce que tu fais toi envers toi-même? Est-ce que tu te respectes assez pour montrer l'exemple que tu t'aimes assez pour te respecter? Parce Ouais, qu'exiger que les autres te respectent quand nous, on se respecte pas, bonne ouais, chance quand même. Tu sais, ouais, c'est comme demander à ton enfant de lire un livre au lieu d'être sur son téléphone, puis toi, tu es tout le temps sur ton téléphone. Fait que bravo, bravo pour ce cheminement-là. Puis tu parles de la honte et du silence. Comment est-ce qu'on fait pour c'est parce que la honte, c'est pas quelque chose de tout petit que tu fais une journée de formation, tu es comme, oh mon Dieu, je suis donc bien libérée de la honte. J'ai tout compris par rapport à ça. C'est quoi ton processus que toi, tu as vécu, puis comment est-ce que tu l'expliques pour les autres qui vivent la même chose que toi et ou tout ce qu'on peut vivre dans une vie normale? La honte, souvent, avec mes clients, je vais leur partager que c'est comme une marée noire. Hmm. Et en fait, la marée noire, si tu as été
Si tu as une quarantaine d'années puis que tu as vécu sur la côte atlantique, tu as vécu l'échouage du paquebot l'Erika, là, le pétrolier l'Erika en France. Et il y a eu tout un état, en fait, où il a fallu nettoyer les côtes de la Bretonne, de la pointe bretonne à la pointe du Portugal, parce que les marées, ça ramenait, puis ça polluait, puis la faune et la flore étaient mortes, en fait, à travers ça. Puis les boulettes de pétrole, c'est quelque chose qui est assez dégueulasse parce que c'est visqueux, puis ça colle. OK? Ben, la honte, c'est un petit peu ça. La honte, une fois que tu es soumis à la honte, puis aux humiliations, eh ben, ça va rentrer à l'intérieur de toi par toutes les failles. Et ça se peut, en Mhm. fait, que tu ressentes de la honte, puis que tu dises, ah, ben, c'est juste de la culpabilité, mais en fait, ça, c'est pas de la culpabilité, c'est de la honte. Tu sais, quand tu parles avec une assemblée, puis que tu arrêtes de parler, puis qu'après, tu te donnes des coups de bambou en arrière de la tête à longueur de temps, mais t'es pas dans de la culpabilité, en fait. C'est pas ça, là. Tu es Mhm. vraiment dans la honte. En fait, tu es dans la honte de ton intervention, des mots que tu as utilisés, de l'objet, etc. Puis ça touche tous les rayons. Ça peut aller toucher jusqu'à la sexualité, jusqu'à te cacher, de faire l'amour dans le noir, etc. Excuse-moi, mais bon, on a mieux. Puis j'ai été vraiment confrontée à la honte. La honte, ça fait peu de temps que je m'en sépare de plus en plus, en fait. Mais il y a 3 ans, j'ai repris le ballet. J'avais fait 15 ans de ballet quand j'étais jeune. Puis là, j'ai repris le ballet. Je voulais me redynamiser et tout. Et j'ai mis 1 an de cours pour être capable de me regarder à nouveau dans le miroir. Et en fait, à la fin, au dernier cours, j'ai levé la tête, puis j'ai regardé, j'ai fait, ah ben oui, c'est mon corps. Hey, il a changé. Hey, c'est pas si pire. Oh my God. Et en fait, ça m'a mis une gifle et je me suis dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu as passé 1 an à vouloir te cacher alors que tu étais en juste corps collant, puis là, si tu peux pas te cacher, c'est vraiment à ce moment-là. Et que, et que, et que, en fait, t'en as pas profité. T'en as pas profité, t'as pas fait évoluer que ton corps, t'étais pas en connexion avec lui, t'étais en combat contre lui. Et à ce moment-là, en fait, c'est la honte d'être soi, la honte de s'être rendu jusque-là, etc., etc. Puis j'en discute beaucoup avec la directrice de l'école euh, euh, chez laquelle je vais. Puis elle me dit alors, ta chorégraphie? Puis j'ai dit, écoute, c'est énorme parce que rien que le fait d'avoir mis en place cette chorégraphie, j'ai pris du pilage, je me suis remusclée, mon corps a retrouvé ses formes, cette cuisse, le galbe de la cuisse d'une danseuse est vraiment spécifique. Et je lui dis, mais elle me dit, c'est fou comment en 3, 4 mois, comment tu as levé de niveau. Elle me dit, je pense que tu as retrouvé tes capacités. Mais c'est ça, la honte, Et ça a commencé quand t'as osé te regarder dans le miroir. ouais. Tout le processus, le 3 4 mois que Au tu dis niveau qu'il y a du eu une grosse corporel, évolution. ouais, ça a été ça. À partir de ce moment-là, j'ai été capable de me confronter à ma propre image. Mais c'est au-delà de ça, c'est se confronter à quitter dans ta plus grande, alors jaillit ce mot-là, vulnérabilité. Moi, je préfère le remplacer par authenticité. Donc, t'es dans ta plus grande authenticité, t'es face à toi-même. Puis si c'est pas toi qui change ton discours interne, il y a personne qui va le changer. Non. Parce que à travers toute la grande histoire, souvent ce que l'adulte va continuer, c'est les traitements que l'adulte a fait sur l'enfant quand on était Ouais. enfant. Et donc le rejet, les humiliations à répétition, etc. Puis je me souviens d'une séance avec une cliente qui est en état d'obésité et qui me dit, ah non, non, moi, je ne m'humilie pas. Je fais, ah ouais, c'est drôle parce que plusieurs fois, je t'ai vu évoluer en société, puis tu vas avec l'humour mais c'est de l'humiliation. Ouais. Et là, elle s'est mise à pleurer, puis je lui dis, ben, lâche ça. Dépose-le là, là, puis tu ressors sans. Parce que t'es pas obligé de continuer à vivre avec ça. Hmm. Je suis curieuse, qu'est-ce que tu as eu peur de voir dans le miroir? En Est-ce que fait, c'était juste le physique ou il y avait autre chose? non. Euh, Ok. Ce que j'ai eu peur de voir dans le miroir, c'est ce que ma mère disait de moi. C'est que j'étais un Hmm. monstre. Hmm. Et quand tu as reçu toute ton enfance que tu es un monstre, ben, tu finis par y croire, puis tu grandis, puis tu essayes de t'acheter une carapace, de te créer quelque chose, de te créer un masque en fait pour que les autres ne te découvrent pas. Hmm.
Et en fait, tu as peur que les autres découvrent que tu es un monstre, alors que finalement, t'es pas un monstre. Tu es juste un beau diamant, mais qu'on a voulu ternir et retourner en charbon. Hmm. Mais à travers ces épreuves-là, ben, un petit peu comme le charbon qui va être compressé par la roche, qui va devenir un diamant, eh bien, à travers ces épreuves, tu t'es révélé, tu as brillé, tu en as pris de la puissance. Puis c'est vraiment ça, en fait, la puissance. C'est pas, tu sais, souvent les gens, ils vont le prendre comme quelque chose de presque même violent, mais en fait, la puissance, c'est une vibration qui est douce. C'est Absolument. super doux parce que pour rentrer dans sa puissance, ben, ça prend de s'affronter soi-même. Puis on n'y va pas one shot, hein, on s'entend. Il y a assez de la vie qui nous challenge, donc on y va tranquille ou bilou. Puis c'est petit à petit que ça se fait. Donc petit à petit, on se façonne pour finalement s'exposer, puis se rendre compte qu'à l'intérieur, c'est pas un monstre qu'on voit, puis c'est un joyau, tout simplement. Hmm. Hmm. Puis ça fait combien de temps que tu acceptes que c'est un joyau à l'intérieur? Et shit, ça fait vraiment pas longtemps. La dernière formation que j'ai faite date de l'an dernier, puis c'était la formation en systémique familiale. Et à travers cette formation-là, j'ai déposé bien des choses. Hmm. Donc, à travers cette formation-là, en fait, je me souviens d'une fois où je venais de passer les examens. Donc, je te dis, là, ça fait vraiment pas longtemps. Là, ça fait peut-être 5, 6 mois. Et je vais au resto avec des copines de formation. Et là, je me rends compte que j'ai plus ma place. J'ai juste plus ma place, ça bitch dans tous les sens, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fous là? Et à ce moment-là, j'ai fait, ok, j'ai juste assumé, j'ai fini mon repas, je suis partie, puis j'ai trace ta vie, chérie, t'es pas obligée de rester dans cette merde-là. T'as le droit, toi, d'évoluer différemment, puis t'as le droit de briller à ta hauteur. Alors, ça a grincé des dents, puis c'est correct, mais c'est une réalité. C'est souvent, en fait, quand on se révèle à soi-même, à un moment, on regarde l'entourage, puis on fait, ah ouais, on est là. Bon, mais tu sais, il n'y a pas de mal de fait, il n'y a pas rien du tout. Il y a juste, ok, mais ça me correspond plus en fait. Puis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Hmm. Absolument. T'as-tu trouvé où est-ce que tu étais ailleurs? Je suis bien avec moi. Puis comment te dire, 4 enfants, un mari, un chien, plus une compagnie à temps plein. Pour l'instant, ça va. J'ai des amis autour de moi. Puis petit à petit, en fait, je pense que c'est au gré des rencontres, puis au gré de ton évolution que tu rencontres des personnes qui, ben, petit à petit, correspondent à la vibration. Puis soit on s'élève ensemble, soit on se sépare finalement. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Et qui est un des, je veux dire, enjeux du développement personnel parce que justement, je le vois avec toutes mes clientes, quand on évolue niveau personnel, qu'on évolue professionnel, puis qu'on laisse aller des blessures qui sont plus utiles, puis qu'on pardonne, puis on avance, parfois on se rend compte que le cercle avec lequel on a évolué pendant longtemps, c'est plus ça parce que justement, ça bitch, c'est négatif, c'est plus du small talk, là, de la surface. Puis c'est ce que je vois chez mes clientes, ils sont comme, oh mon Dieu, enfin j'ai un entourage qui fait du sens pour moi quand il arrive dans mon entourage parce que c'est pas le genre de discussion qu'on a. C'est axé sur l'amour, sur l'authenticité, sur le vrai, sur la croissance et tout ça. Ça fait une grande différence quand même quand on trouve notre place où est-ce qu'on a des gens qui nous ressemblent, ce qui est pas beaucoup de monde, mais il y a quand même beaucoup de monde qui est un petit cercle, mais il y a quand même beaucoup de monde qui font leur cheminement à travers ça. Comment est-ce qu'on fait après, tu sais, tantôt j'ai dit la vie normale, là, pas que ta vie est pas normale, mais je veux dire, on passe tout à travers un cheminement. Tu sais, quand j'entends les gens, moi, j'ai vécu des grosses choses. Moi, mon parcours est atypique. Je connais pas beaucoup de gens qui ont une vie euh, genre parfaite, qui ont jamais eu d'enjeu, pas de vie. Tu sais, comme honnêtement, je dois avoir 90% au moins de mes clientes qui ont vécu la violence jeune, qui ont été violées, qui ont vécu de la violence conjugale en vieillissant. Fait que c'est ça que je veux dire pour normal, dans le sens où est-ce qu'on vit tous des trucs difficiles. Comment est-ce que toi, tu as réussi à travers ton histoire à retrouver la sécurité interne? Parce qu'il reste que l'environnement dans lequel tu as évolué, il n'y avait pas beaucoup de sécurité à l'extérieur. Comment est-ce que tu as développé, j'imagine, par la résilience, comment est-ce que tu as réussi à développer une sécurité interne qui t'a amené à apprendre à mieux t'aimer un peu plus à chaque jour? Ça s'est fait doucement. Je te dirais qu'un des grands souvenirs que je partage à mes clients, c'est que quand j'ai été enlevée de ma famille à 14 ans, j'ai été placée dans un foyer. Et quand tu arrives, j'ai eu la chance en fait d'avoir une chambre seule.
Puis l'éducatrice m'a accompagnée, m'a posée, puis moi je suis arrivée avec une jupe, un débardeur, un soutien-gorge et une culotte, des chaussures. Ça s'arrête là. Rien. Tu sais ce que ça veut dire? Rien, c'est rien. Ils ont même refusé de me rendre mes pointes, mes chaussons de pointe de ballet. Puis ils ont refusé même de me donner mon doudou. Donc c'est à ce Il, point-là c'est que tes parents, ça? oui, ils, c'est mes OK. parents. Puis à 14 ans, quand je me suis assise sur ce lit, il faisait noir dehors. J'ai regardé la chambre, puis j'ai fait, OK, fillette, ben, t'as plus de filet de sécurité. Maintenant, il faut que tu assures. T'es dans le grand bain. Ouais. Et ça s'est arrêté là. Et une fois que je me suis dit ça, des bêtises, j'en ai faites. OK? Des bêtises, j'en ai faites. Je suis pas passée à côté. J'ai pas eu vraiment d'adolescence, mais j'ai fait quelques conneries. À partir de ce moment-là, en fait, tu finis par vivre en adulte parce qu'il y a personne qui viendra te récupérer. Il y a personne qui aura suffisamment d'amour pour toi pour aller se battre avec toi pour que tu aies des bonnes notes puis que tu réussisses ta vie. Donc, il faut que toi-même, tu le fasses. Et ça, déjà, je trouve que c'est beaucoup d'amour pour soi, d'aller se donner les moyens, puis de pas se laisser tomber, même si c'est difficile, même si on a envie de faire comme tout le monde. Alors, est-ce que j'ai fumé? Oui. Est-ce que j'ai bu? Oui, plus que de raison. Ça fait plus de 9 ans maintenant que je suis sobre, donc c'est une belle victoire aussi. L'amour de Félicitations. soi passe aussi par ses deuils ou ses béquilles, arrêter d'utiliser ses béquilles, se mettre face à ses émotions. Comment est-ce que j'ai fait? Je te dirais que c'est beaucoup en lien avec le feu interne que j'ai à l'intérieur de moi où je ne sais plus qui a dit je ne mourrai pas, je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Wow. Et ça a été, c'est un grand auteur français, et ça a été une de mon père nous rabâchait beaucoup, parce que beaucoup de culture, hein, moi je suis issue de la bourgeoisie, donc beaucoup de culture, etc. Mon père nous rabâchait ça, puis à un moment je me suis dit, allez, tu vivras jamais à genoux, lève-toi et marche. Puis ça a Hmm. été toujours mon combat de lève-toi et marche. Tu peux pas t'arrêter, avance, 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 jusqu'à ce que tu te prennes les plus grandes gifles de ta vie. L'immigration en a fait partie où ça a été excessivement douloureux puis intense. Mais on a réussi, on s'en est sorti. Puis là, tout le monde est bien, mais il était hors de question qu'on retourne en France. Euh, Hmm. Notez, je dis souvent à la blague aux enfants, on était dû pour venir chercher Maël à Montréal. Le petit dernier est né à Montréal, donc et une fois qu'il est arrivé, c'est comme ah ok, ma famille elle est finie. Il fallait le récupérer cet enfant-là. Ok, c'est à Montréal qu'il voulait naître, et ben c'est ça qui s'est passé. Donc, mais pour vraiment aller vers l'amour de soi c'est un combat. Puis ça, là, faut se le dire, puis je le dis souvent à mes clients, tu es en train de commencer les prémices d'un chemin qui, je peux pas te dire que c'est bordé de roses, puis ça va sentir bon, puis ça va être super agréable, parce qu'en fait, tu vas ramasser. Je vais être à côté de toi, je vais t'accompagner dans beaucoup de douceur, puis beaucoup, parfois même beaucoup de douceur dans les coups de pied au cul que je vais te donner, mais c'est ça. Mais, mais tu t'enlignes à ramasser pour de vrai. Une fois que tu vas avoir ramassé, puis que toute ta tourmente t'en sera sortie, puis que tu auras lâché les discours que tu maintiens, tu auras lâché les automatismes que tu maintiens, puis que tu te seras orienté vers, puis tu te seras juré fidélité, en fait. Souvent, c'est ça que je dis à mes clients, mais qu'est-ce que tu attends pour te jurer fidélité? Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Ton mari, il n'est pas là pour ça, ta blonde, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour J'aime ça te jurer t'accompagner. de fidélité. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ça. Puis souvent, les clients, ils repartent, ils font, ouais, c'est vrai. Mais oui. Puis souvent, les conjoints, je leur dis, puis je le dis, je le répète souvent avec à mon conjoint, parce que français, donc tu t'imagines que, il y a du feu et de la puissance à la maison, donc on s'engueule souvent. Et il me dit, bah là, nanana. Puis je lui dis, hey, chou, je t'ai jamais menti, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu un caractère de merde, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Puis en plus, je te l'ai dit que c'est excessivement douloureux, puis c'est excessivement difficile d'aimer un être blessé et brisé. Ça prend beaucoup de bienveillance, puis de compréhension, un petit peu comme recueillir un chien qui a été battu. Recueille-le, ce chien-là, mais à chaque fois que tu vas vouloir t'approcher, il va te mordre. Il va pas te mordre parce que tu es méchant avec lui, il va te mordre parce qu'il a peur. Et quand tu as été brisé par les personnes qui étaient censées s'occuper de toi, tu développes en fait la peur de l'autre avec un grand A. N'importe qui peut être l'autre, y compris toi-même.
Donc, dans Hmm. tes propres réactions, tu as peur de toi. Dans tes propres réactions, tu as peur de te faire confiance, tu as peur. Et si finalement ils avaient raison, puis j'étais le monstre? Et si finalement on me découvrait, puis je vais finir seule, etc., etc. Donc, t'es en lutte interne jusqu'à ce que tu finisses par te jurer fidélité et dire, regarde, tant qu'à ça, quitte à être un monstre, je vais être un monstre pour de vrai. Puis quand tu acceptes de rentrer là-dedans, finalement, c'est là que tu te rends compte que, ah, mais il n'y a pas de monstre, il y a juste du doudou. C'est tout doux à l'intérieur, finalement. Donc, c'est ça. Hmm. Wow. Puis le podcast s'appelle Le courage au-delà de la peur. Je te demanderai pas quand est-ce que tu as eu besoin de courage. Tu en as eu besoin à peu près toute ta vie. Quand même, ce qui a développé une femme très résiliente. Mais à quel moment est-ce que tu as eu le plus peur, autre que l'enfance et tout ça, là, mais en grandissant, à partir du moment où tu es devenue une adulte, pas à 14 ans, mais mettons vers l'âge de 20 ans, dans ton parcours pour devenir professionnel, travailler, tes formations, à quel moment est-ce que tu as eu le plus peur et que tu as eu besoin de bâtir encore plus de courage que ce que tu avais déjà? Euh, je crois sincèrement que la peur d'être soi t'accompagne à toutes les étapes de ta vie. La peur d'être soi. Ouais, et c'est une des peurs les plus difficiles à aller casser, à aller combattre. Euh, et petit à petit, en fait, c'est d'aller se montrer. Euh, quand les grandes étapes de ta vie, quand tu deviens maman, qu'est-ce qui me dit que tu vas être une mère qui va comprendre puis qui va aimer ses enfants? Puis les premières fois où j'ai tenu mon fils aîné dans les bras, j'ai fait, ah, mais comment tu peux haïr un bébé? C'est pas gérable. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, je me suis pris des baffes à répétition en me disant, mais c'est pas toi le problème, fillette. Donc, de se rendre compte petit à petit et tout, dans la profession, ça a été encore une fois, la peur d'être soi. J'ai beaucoup de facilité dans ma capacité hypnotique et merci le ciel, la nature m'a bien pourvu et j'ai trouvé le bon métier, semblerait. Mais quand j'ai fait mes études, j'étais persuadée d'être la dernière. Hmm. Ouais, etc., etc. Dans les constellations, je me suis vraiment projetée dans le cercle, je me suis vraiment portée volontaire pour faciliter, parce que je me suis dit, tu seras jamais capable d'animer un groupe. Puis finalement, arrivé à l'examen, j'ai une de mes collègues de formation qui me dit, hey, c'est beau, on dirait une ballerine. Tu dansais dans le cercle. Et j'étais comme, oh, quel beau compliment. Elle savait Wow. pas que je faisais de la danse, elle savait rien de tout ça. Puis je fais, hey, tu sais même pas comment t'es sur la coche à ce niveau-là. La peur de rompre les relations avec mes enfants, en fait, la peur de reproduction, la peur de briser les gens, c'est souvent une des peurs qui m'a souvent habitée où là, j'ai été obligée, en fait, quand tu finis dans un métier de thérapeute puis d'accompagnant, quand tu as la peur de briser les gens, tu es obligé d'aller te mettre face à ça puis de te dire, OK, mais va falloir que tu réalises, fillette, que c'est pas vrai que tu brises les gens. Tu les accompagnes, puis tu es dans la douceur, puis même si tu veux pas te le dire que tu es dans la douceur puis que tu es une grosse guerrière, bah, tu es une grosse guerrière entourée de fourrure. Mais c'est ça. Oui, absolument. Absolument. Puis comment, justement, est-ce que la guerrière entourée de fourrure cultive la douceur au quotidien? Parce que c'est une job à temps plein là, d'être douce envers toi afin de cultiver la douceur à l'extérieur et tout ça. T'as-tu des rituels, t'as-tu des stratégies? J'aime pas tant ça, les rituels. Par contre, il y a quelque chose que je fais, alors peut-être que c'est un rituel, mais que j'aime pas l'appeler comme ça. C'est que tous les soirs, j'ai un petit oreiller rectangulaire grand comme ça, et que tous les soirs, je le prends dans mes bras comme un bébé, et je Hmm. berce la petite Julie. Et Wow. je m'endors en fait avec elle, puis je lui fais «Oh ma poule!» En tout cas, c'est très sensible pour moi cette zone-là, parce que très intime, même mon mari ne sait pas que je fais ça. Donc, Oh, il dort à merveilleux. côté de moi pourtant, mais il sait pas. Parce que la dernière fois, il m'avait caché l'oreiller, je fais «Il est où là? T'as pas le droit de me cacher cet oreiller-là!» Il savait pas pourquoi je rageais pour un oreiller, il me fait La valeur de ce petit oreiller quand même.
Exactement. Il a une valeur très symbolique, très importante. Puis je travaille énormément sur mon dialogue interne. Je le dis à mes clients, je suis en travail du moment où je me relève du sommeil, où là je starte la cassette en fait du mantra que je me donne jusqu'au moment où je me couche. Et la majorité des pensées que je peux stopper, reformuler, c'est autant de pensées que je m'offre tout simplement. Oui, absolument. Ça, c'est quand même impressionnant. Je donne souvent l'exemple, si j'avais la chance d'enlever le disque dur interne de mes clientes pour leur permettre d'entendre qu'est-ce qu'elles se disent dans une journée, la plupart appelleraient la police pour harcèlement verbal, pour faire comme je sais pas qui me parle comme ça, mais ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable. Et pourtant, la plupart s'en rendent pas compte. Fait que bravo avec tout le travail que tu as fait d'en être consciente parce que on est la première personne sur qui on peut compter. T'imagines, tu passes la journée à dire t'es pas bonne, t'es pas à la hauteur, t'es un monstre, t'es pas correct. Puis je veux dire, tout dépendant de l'histoire qu'on a vécue, il y a des choses qui se sont ancrées, puis d'avoir assez d'amour pour soi et assez de courage, puis être capable de recadrer ça, puis apporter de la douceur dans l'histoire pour faire comme je comprends, mais c'est peut-être pas utile de te parler comme ça. Comme, tu sais, souvent on entend parle-toi comme si t'étais ta meilleure amie, mais de l'appliquer pour vrai au quotidien, c'est tellement important et ça fait toute la différence. En fait, moi, j'ai envie de t'ouvrir un truc. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est parle-toi comme tu parles à tes enfants. Mhm. On a tellement plus de douceur pour nos enfants et oh mon Dieu, qui nous font tourner chèvre. Parfois, on aimerait ça, les enterrer vivants dans le jardin. Mais on ne le fait pas, c'est mal, ne le faites pas. Mais on les amène dans des zones de douceur, on s'amène soi-même dans des zones de douceur avec eux et de se parler. En fait, si c'est présent pour nos enfants, ça veut dire que cette force-là, cette douceur, euh, cette énergie-là, elle existe, on peut la retourner sur nous. On peut se Mm, l'offrir à nous. Et quand on voit ce qu'on est capable de faire pour l'autre, ben pourquoi pas se l'offrir à soi finalement? absolument. Mais c'est un travail de toute une vie. Oui, absolument. Et parlant de toute une vie, quelle est ta mission de vie à travers ton expérience que tu as vécue, les études que tu as faites, les conférences? C'est quoi ta plus grande mission de vie? La plus grande mission de vie, c'est vraiment d'accompagner les personnes à se relever. Puis, c'est un jeu de mots que j'ai fait par rapport à ma conférence qui s'appelle Relever, parce que le relevé est un pas de danse. OK? Et c'est Hmm, vraiment, et elle nécessite l'utilisation de tous les muscles du corps pour un relevé soit vraiment bien exécuté. Tous les muscles du corps jusqu'au petit orteil doivent être contractés. Et c'est en fait vraiment ça. C'est oui, ça va te prendre toute ta force. C'est clair, tu sais, ça va pas couler de soi. Mais une fois que tu vas être relevé, imagine la puissance, puis ce que tu vas t'offrir à toi, mais offrir aussi au monde. Puis souvent, je dis à mes clients, dans les systémiques familiales, tu deviens responsable. Maintenant, tu es détentrice de l'information. Tu deviens responsable de la garder pour toi ou de la transmettre à tes enfants. Une des grandes choses que j'ai dit, tu sais, en mars, je suis passée au feu. Encore une grande histoire. Mon bureau, perte totale, je perds tout. Le dimanche matin, ça faisait une semaine que j'avais signé puis que j'étais dans ce bureau-là et je perds tout. Le propriétaire m'appelle. Donc avec mon mari, on se déplace sur les lieux et oh my God, il n'y a plus rien. Ok, même l'ordinateur a fondu. Donc il n'y a plus rien et je rentre à la maison et là je vois mes deux petits face à moi et dont le petit qui pleure. Puis je regarde, je lui fais OK là. Je me mets à leur hauteur, je lui dis il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, les enfants. Quoi? Ma mère était vraiment pas gentille. Mais ma mère, c'est une putain de guerrière. Elle a jamais lâché. Elle a une force interne et je te le donne dans le mille, mes petits poulets. Cette force-là, elle me l'a transmise. Pourquoi maman est testarde? Pourquoi je suis têtue? Ok, je suis bourricot. Pourquoi? Parce que je tiens de ma mère. Et les enfants, vous tenez de moi. Je vous ai transmis ça. Maman, elle va se reconstruire. Mon petit dernier, il me fait, puis 5 ans, hein, donc très dans l'immaturité à ce moment-là, normal. Et il me fait, mais maman, t'as plus de travail. J'ai dit, mon petit cœur, maman, son travail, c'est elle. Tant que maman, elle est en vie, maman, elle travaille. Il n'y en a pas de problème avec ça. Je peux travailler de n'importe où. En 24 heures, je me suis retournée. 24 heures après, je rouvrais. J'ai annulé aucune séance. hmm. J'ai enquillé mes 30 séances dans la semaine. Ça a été intense en maudit. J'ai utilisé l'ordinateur de ma fille qui m'a prêté son ordinateur. Le propriétaire m'a relogé dans un autre endroit. Les clients majoritairement ont répondu et j'aurais dit, c'est ça la transmission. On n'a pas
juste le mal à voir dans son parent. Mes parents ont Ouais. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, mais à côté de ça, mon père, il m'a forcé à chanter, à rentrer dans une chorale. Je suis hypnothérapeute et je module ma voix comme je veux. D'où tu crois que je tiens ça? Merci, papa. Même si, malgré toute la grande histoire, ma mère est une petite bout de bonne femme typée asiatique. Mon grand-père est vietnamien, euh, avec un caractère, écoute, pas piqué des verres. Elle a jamais lâché. Elle m'a montré c'est quoi la résilience. Elle m'a montré serre tes dents, mets ta tête entre les épaules, avance. T'as pas le choix dans la vie. Tais-toi, avance. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait tais-toi, avance. Alors oui, maintenant, je rajoute les émotions. Ma mère n'en a pas. En tout cas, elle s'offre pas la possibilité d'aller les Ouais. explorer. Mais merci, maman, de m'avoir montré ça parce que grâce à toi, j'ai survécu. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est c'est cette force, puis d'aller trouver la force et d'aller puiser la force là où elle est. Et si tu coupes avec tes parents et que tu rejettes tout, ben, je suis désolée. Puis pourtant, j'en ai vécu. Je pourrais faire un livre, d'ailleurs, il va falloir. Mais malgré tout, nos parents, ils nous donnent la force. Ouais. On va chercher des choses chez eux, on va aller les puiser. L'art et la manière, c'est d'aller les trouver. Parce que souvent, on peut s'arrêter à la grande histoire et passer à côté des grandes leçons. Absolument, absolument. Bravo, bravo de le nommer. Parce que quand on rejette complètement quelqu'un ou l'histoire qui vient avec, il y a des parties de nous qui ont besoin quand même de, pas nécessairement d'aimer de tout son cœur et de pardonner et de vivre avec la personne, mais au moins d'aller voir qu'est-ce qui est là et non pas tout bloquer et rejeter, parce que ça crée autre chose dans le corps sinon. Fait que bravo pour ce beau travail que tu as fait à travers tout au long de ta vie et qui va continuer, j'imagine, parce que apprendre à s'aimer, c'est l'histoire d'une vie. Et dis-moi, Julie, pour les gens qui veulent en savoir plus, ta conférence s'en vient bientôt. Tu as t'as tes programmes, ton accompagnement et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, à l'origine, en hypnose, moi, je me suis spécialisée dans les personnes qui vivent des symptômes de stress et d'anxiété, ce à quoi je rajoute de plus en plus, en fait, les personnes ayant survécu à un passé d'abus et de maltraitance. On arrive à faire des mini-miracles, les clients et moi, à leur permettre, en fait, d'aller se libérer des empreintes émotionnelles qui souvent passent un petit peu en loose day. Tu sais, j'ai souvent été accompagnée, puis ça a rarement été vraiment abordé l'émotion de la honte, de l'humiliation, de la culpabilité d'être soi, etc. Oui, on va travailler l'estime, mais couche après couche. Et je pense que quand tu es prêt, ben, finalement, tu finis par t'asseoir sur mon fauteuil ou d'être en relation avec moi. Donc, j'accompagne ces personnes-là. C'est sûr qu'au niveau des accompagnements, ce sont des accompagnements globaux. Donc, je fais pas des one-shot deals parce que l'hypnose, c'est pas, dans ma conception, c'est pas un one-shot deal. Souvent, les suivis font entre 6 à 12 séances, dépendant de qu'est-ce que tu as vécu. Oh, un chat. Et, et en fait, je t'accompagne avec tous les outils que j'ai à ma disposition. Puis, le 21 février, la conférence relevée quand le silence d'un enfant fait plus de bruit qu'un cri. Donc, ça, je pense que c'est pas mal, ça dit ce que ça veut dire. Donc, évidemment que je vais partager mon histoire personnelle, mais attention, on n'est pas des pleureuses, donc on n'y va pas pour aller solliciter je ne sais pas quel type d'émotion dans le public, c'est vraiment le vrai leadership, c'est-à-dire savoir se diriger soi-même, savoir marcher le chemin, puis après le partager. Moi, c'est ma vision de l'accompagnement. Les clients qui vont s'asseoir, le chemin, je l'ai déjà fait. Puis je te dis, ben, viens, oui, ça va faire mal, mais on vient avec toi. Je vais t'expliquer comment on fait pour se soigner, puis pour aller apaiser les blessures, puis les douleurs. C'est à Saint-Hubert, Longueuil, sur le boulevard Tachereau. L'entrée est à, me semble, 35 dollars, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment abordable. Si toi, tu l'as vécu ou si tu as ton compagnon ou ta compagne qui est à côté de toi, ça peut être très intéressant aussi d'avoir ce point de vue parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile d'aimer un être brisé et ça permet en fait de comprendre et de démystifier un petit peu tout ce qui se passe, les réactions, etc. Et si tu es accompagnant du genre humain et que tu aimerais ça en savoir plus, voir quels sont les impacts et avec quelqu'un qui l'a vécu, ben, je t'en prie, la conférence t'est ouverte aussi, puisque ça peut t'ouvrir certains angles qui, souvent mes clients vont me le dire, c'est drôle, je l'avais pas vu comme ça. Je fais, ouais, ça c'est mon cerveau fou.
Merci, merci Julie. Donc, la conférence, je vais mettre le lien évidemment juste en dessous de cette vidéo. Merci énormément pour tout ça. Merci pour l'ouverture aux émotions, à la honte, à la résilience. C'est tellement important d'en parler et de partager parce qu'il y a plein de gens qui, comme tu l'as vécu plus jeune, vivent le silence, n'en parlent pas comme si c'était pas correct. Puis même si c'est pas exactement la même chose, il y a des parties de notre histoire parfois qui restent en silence et c'est tellement important d'en parler mais aussi d'entendre qu'on n'est pas toute seule. Donc, merci. Je ne vais pas dire pour ton ouverture et ta vulnérabilité parce que tu n'aimes pas le mot, mais pour ton ouverture et ton authenticité. Merci beaucoup, Julie, et à très bientôt. Merci à toi.